Qu'est-ce qui fait que ces arbres poussent là, et poussent d'autant plus droit? C'est qu'ils sont dans une forêt. Et que cette forêt, c'est une espèce d'allégorie de ce que Kant appelle l'insociable sociabilité. Qu'est-ce que c'est que l'insociable sociabilité, qui est une espèce de formulation par Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle de ce que j'appelais l'éris l'autre fois, c'est-à-dire, vous vous souvenez, l'émulation, la concurrence, et en même temps la discorde. Emmanuel Kant, dans la 4e proposition de l'idée d'une histoire universelle, parle donc de l'insociable sociabilité des hommes. Cette insociable sociabilité, c'est quelque chose que Kant décrit comme étant un double penchant. D'un côté, un penchant à entrer en société, ici, là, et en même temps, une opposition générale qui menace sans cesse de dissoudre cette société. Quand on dit une société humaine, c'est toujours fait de ces deux choses-là. On a envie d'aller vers les autres, on en a absolument besoin, pas simplement parce qu'on n'est pas cordonnier et qu'on a besoin d'une paire de chaussures. Si c'était que ça serait tout bête, ça serait trivial. Non, on a vraiment besoin de parler aux autres. On a besoin d'être regardé par les autres. On a besoin d'être aimé des autres et d'aimer les autres. On a besoin de l'altérité. Notre identité, soi-disant, notre soi-disant identité, qui pour moi d'ailleurs n'existe pas, mais qui en revanche est le fantasme que projette le processus d'identification, ce que Kant appelle le processus d'identification, ce que Freud appelle le processus d'identification, dont il dit qu'il est inséparable du processus d'idéalisation. Ce penchant à l'identification, c'est-à-dire à ce qui nous incline vers l'autre, nous fait pencher vers l'autre comme un saule pleureur se penche au-dessus de l'eau, comme si vous laissiez regarder comme un narcisse, eh bien, il est contrecarré en permanence par une insociabilité. Je m'approche de l'autre, je l'aime, et au moment où je m'approche, vlan, je fous une baffe. C'est-à-dire que derrière ce penchant, il y a un autre penchant, qui est « fous-moi la paix ». Je veux être tranquille. Je ne veux pas dépendre de toi. Je ne veux dépendre de personne. Je déteste tout le monde. L'homme a une inclination à s'associer, écrit Kant, parce que dans un tel état, il se sent plus comme, notez bien cela, plus comme. C'est-à-dire qu'il sent le développement de ses dispositions naturelles. Tiens. Donc ces dispositions naturelles, c'est d'être plus comme. Mais il a aussi un grand penchant à se séparer, s'isoler. En effet, il trouve en même temps en lui l'insociabilité qui fait qu'il ne veut tout régler qu'à sa guise, et il s'attend à provoquer partout une opposition des autres, sachant bien qu'il incline lui-même à s'opposer à eux. Or, c'est cette proposition qui éveille toutes les forces de l'homme, qui le porte à vaincre son penchant à la paresse. Tiens. Kant est obsédé par le penchant à la paresse. Il dit l'homme est foncièrement paresseux. Il a envie de rester comme le bon sauvage de Rousseau, installé sous son arbre, à se la couler douce, en buvant son lait de coco, de la noix de coco qui est tombée toute seule, qu'il a à peine pris la peine d'ouvrir et de casser. C'est tout juste si elle ne s'est pas cassée toute seule, c'est ce qu'on appelle le paradis. Les fruits qui poussent tout seuls. Le jardin d'Éden. Et comme vous le savez, Adam et Ève, qu'est-ce que c'est? Revenons-y, Adam et Ève, c'est ce qui annonce ça, là. Adam et Ève, c'est le mal qui va faire que, il va falloir aller bosser. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu dit, ah bon, c'est comme ça? Au boulot. Plus de noix de coco. Et même Ève, il va falloir lui courir après. Car elle va devenir compliquée. Elle veut, mais elle ne veut pas. Elle voudrait bien, mais je voudrais bien, mais pour t'emmerder, je ne voudrais pas. Voilà. Donc, on va sortir de cet état de paresse qui n'a jamais existé, d'ailleurs, dit Rousseau.
Rousseau, quand on l'a bien lu, dit toujours ça c'est une fiction qu'on s'est toujours racontée, mais ça n'a jamais existé. Et il va se rapprocher de ses compagnons, comme dit Kant, qu'il ne peut souffrir, mais dont il ne peut se passer. Ça s'appelle l'économie libidinale. Alors, il y a un commentaire d'un prof de philosophie qui s'appelle Jean-Michel Muglioni, qui était prof de Cagnes, je crois, qui qui essaye d'interpréter tout ça, et je trouve que ce commentaire est vraiment bien. Il dit ici, chaque homme est déchiré. En chacun règne une guerre intestine, une stasis, on dirait en grec, c'est-à-dire un conflit avec soi-même. Et il ajoute, Muglioni, si on veut bien comprendre ce que dit Emmanuel Kant, il faut comprendre que l'antagonisme qui existe entre les humains, il n'est possible que parce qu'il existe à l'intérieur des humains. C'est la dianoïa dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que les hommes, à l'intérieur d'eux-mêmes, sont déjà divisés. C'est pour ça qu'ils sont condamnés à toujours se diviser. Ils sont sans cesse menacés par la division, par la guerre civile, disent les Grecs, la stasis. Il ajoute, ils sont à la fois poussés par leur inclination à entrer en société et par leur passion, parce qu'ils sont aussi égoïstes qu'incapables de se passer les uns des autres. Alors, on retrouve ici les deux chevaux de l'âme de Platon. Et vous sentez bien que ces deux tendances qui constituent cette âme et qui tendent à partir en sens contraire, eh bien, c'est ce qui, dans l'individuation psychique, en tant que, comme dit Gilbert Simonon, elle est toujours aussi une individuation collective, c'est-à-dire que je ne peux pas m'individuer tout seul sans m'individuer avec les autres, eh bien, la manière dont ces deux tendances vont s'articuler vont produire de la sublimation. Et on pourrait dire que ça, là, les arbres qui s'élèvent, c'est une espèce de métaphore. La forêt de Tronçais, vous vous y promenez, vous pouvez penser sans cesse, il y a une espèce comme ça d'image de la sublimation que donnent les arbres. Ils grimpent d'autant plus qu'ils sont serrés, ils se stimulent les uns les autres, ils s'étouffent en même temps. Parce qu'il y a beaucoup de petits arbres qui ne poussent jamais dans ces forêts. Ils sont étouffés. Et ce processus de sublimation, eh bien, le nom de la sublimation, qu'on trouve déjà comme étant la question du sublime chez Kant, mais qu'on va trouver surtout comme une théorie du désir chez Freud, comme étant ce qui décrit la transformation des passions en investissement dans le désir, dans l'objet du désir, c'est-à-dire en idéalisation, eh bien, c'est précisément ce qui est la condition de l'idéalisation, de l'élévation. Élévation vers le soleil, qu'on trouve là dans les arbres, mais qu'on trouve aussi dans le mythe de la caverne de Platon, vous vous souvenez, hein, le prisonnier de la caverne, c'est celui qui veut sortir de la caverne pour aller vers le soleil, s'élever vers le soleil. C'est le thème de l'élévation. Chez les êtres humains, cette sublimation, cette idéalisation, c'est ce qui se traduit non pas par la concurrence des grands arbres les uns par rapport aux autres qui étouffent les petits, et il faut que de temps en temps une tempête passe pour que les petits puissent pousser, parce qu'en gros c'est comme ça à peu près que ça se produit, ou bien que le bûcheron passe et qu'il en abatte une bonne partie. Non, c'est une question d'éducation. Il faut éduquer les enfants, les uns par les autres, et les uns contre les autres aussi, parce que éduquer c'est aussi les stimuler, c'est leur faire cracher ce qu'ils ont dans le ventre, et à un moment donné, ils crachent quelque chose que personne d'autre qu'eux n'avait dans le ventre, et c'est contre les autres aussi. Ce n'est pas de la concurrence, c'est de l'émulation. Et c'est ce dont parle aussi ici Muglioni en commentant le fait que finalement tout ça, c'est ce que Kant décrit comme étant un processus par lequel l'âme humaine, progressivement, révèle ce qu'elle contient, s'accomplit dans cette lutte,